Chers auditeurs, nous abordons maintenant, toujours en direct, la deuxième partie de notre émission que nous consacrons à Antoine Crozat. Nous allons reprendre le cours de cette première émission que nous avions consacrée le 17 mai dernier à cette personne, Antoine Crozat, une personne extraordinaire qui a vécu sous Louis XIV, mais aussi sous la Régence, puis sous Louis XV. Une vie extraordinaire, celle d'un financier du XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, un homme d'une grande intelligence, d'une grande habileté, assez peu regardant, nous allons voir bien sûr sur la légalité et sur l'honnêteté, et d'ailleurs, il y a un lien avec l'actualité. En ce moment, il défraie, lui aussi, à son tour, 300 ans après, Antoine Crozat défraie à nouveau l'actualité. C'est une vie passionnante que sa vie, car elle nous plonge dans le monde de la finance du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, le monde aussi des fameux fermiers généraux et du financement assez catastrophique du budget de l'État. Et cette première émission que nous avions consacrée à Antoine Crozat le 17 mai avait pu se tenir grâce à notre invité, Pierre Ménard, qui a écrit aux éditions Texto ce livre sur cette personne méconnue, Antoine Crozat. Alors, le titre du livre, c'est Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire, sous Louis XIV. Pierre Ménard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cette fois-ci, vous êtes dans le studio, puisque cette émission était une émission de temps de confinement. Et là, vous êtes avec nous ce soir pour poursuivre l'étude de cette vie extraordinaire. Je rappelle que nous vous avions reçu une première fois concernant votre livre, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talendier. J'ai l'impression que vous aimez bien fréquenter les infréquentables, parce que visiblement, quand même, Antoine Crozat, surtout dans le contexte actuel, il n'est pas du tout fréquentable. Alors je rappelle ce que vous nous aviez raconté dans la première émission. Je fais un petit résumé, et puis après, si vous voulez faire un commentaire sur les infréquentables, bien sûr, je vous laisserai le faire. Alors, Antoine Crozat, dont nous parlons ce soir, est originaire de Toulouse. Son père était parti de fort peu, d'ailleurs, et avait bâti déjà une petite fortune. Donc, Antoine Crozat n'a pas démarré dans la vie sans rien. En 1679, il s'établit à Paris, grâce d'ailleurs aux relations de son père. Il va travailler avec un financier douteux. On se demande si à l'époque, il y avait des financiers qui n'étaient pas douteux, d'ailleurs, vous allez nous préciser. Bon, tant mieux, d'ailleurs, qui s'appelle Pénautier. Et ce financier va lui permettre, d'ailleurs, d'acquérir, à 34 ans, l'une des charges les plus importantes du royaume. Ça avait été pour vous l'occasion de nous expliquer comment fonctionnaient ces charges et comment fonctionnait, d'ailleurs, le système fiscal des impôts. Comment ça se passait donc fiscalement. Alors, il achète la charge de receveur général des finances de Bordeaux en 1689. C'est l'une des charges les plus importantes du royaume. Alors, son vrai métier, en tant que receveur général des finances, vous nous aviez expliqué, outre bien sûr collecter les impôts, c'est prêter de l'argent à l'État, mais de prêter le propre argent de l'État par un système qui était assez compliqué, mais en tout cas qui permettait de s'enrichir extrêmement rapidement. Alors vous nous l'avez décrit comme un homme habile, intelligent, et son habileté, son intelligence avait été remarquée par le ministre des Finances de l'époque. C'était le contrôleur général des Finances qui s'appelait Pontchartrain. Pontchartrain d'ailleurs, qui a un très beau château dans les Yvelines et qui malheureusement vient d'être vendu pour en faire un programme immobilier. Son parc va être coupé en deux. Enfin, tout cela est bien triste. Alors que c'était un château, enfin c'est toujours d'ailleurs un château magnifique. Crozat se lance dans le commerce du tabac. Il achète les fermes du tabac, c'est ça? C'est aussi une charge en quelque sorte, c'est ce que vous nous aviez expliqué. Et il acquiert, comme signe aussi de son ascension sociale, l'hôtel de Soyecourt, qui est place des Victoires. Et vous nous avez expliqué dans quelles circonstances cette opération immobilière s'était faite. À ce moment-là, il rencontre l'un des personnages les plus étonnants du royaume, un personnage assez fascinant finalement, qui est le duc de Vendôme, et qui est aussi le prince d'Annette. Alors c'est un homme aux mœurs étonnantes,
Un homme très sale, il se lave jamais. C'est ce que dit Saint-Simon. En tout cas, il en rajoute sans doute beaucoup. Saint-Simon le détestait. Il règle ses comptes, visiblement. Mais il a quand même deux très grandes qualités exceptionnelles. C'est un homme qui est courageux à la guerre. Et c'est un bon chef de guerre. C'est ça. Très mauvais stratège, mais extrêmement courageux et toujours capable de mener ses hommes. Bon tacticien, sans doute, alors. Mauvais stratège et bon tacticien. Il réfléchit pas beaucoup, mais il est très bon dans l'action. Ça aide parfois à la guerre. Et cet homme imprévoyant, vous dites qu'il n'est pas stratège, eh bien lui confie sa fortune. Il avait une grande fortune, il confie... C'est Louis XIV, justement. Et le duc de Vendôme avait confié à des gens qui le ruinaient, et quand un de ses domestiques venait lui dire « Mais tout le monde vous pille, monseigneur », il répondait aux domestiques « Mais fais comme les autres, pille aussi, et laisse-moi dormir. » Et en tout cas, grâce à Vendôme, eh bien, il rentre en contact avec les Orléans, et Crozat devient le banquier des Orléans. C'est une ascension, bien sûr, extraordinaire. Et nous allons, Pierre Ménard, en votre compagnie, poursuivre l'étude de la vie de cet homme, Crozat, son rôle notamment dans la guerre de succession d'Espagne et dans le trafic des esclaves. C'est ce que vous appelez l'hold-up, c'est le titre de votre chapitre, l'hold-up de l'Asiento. C'est là où il va investir dans le trafic d'esclaves, ce qui fait d'ailleurs l'actualité. Ce qui ramène Crozat d'ailleurs, qui était oublié complètement. C'est vous qui l'avez sorti de l'oubli. Eh bien, Crozat ressort dans l'actualité. Alors que se passe-t-il ? Oui, il est ressorti après 300 ans de silence. Il est tombé dans l'oubli en fait extrêmement rapidement, puisque quand il meurt, il n'y a qu'un seul mémorialiste en fait qui signale sa mort, le duc de Luynes, qui raconte qu'il était devenu complètement fou, ce qui était faux en plus. Mais donc on parlait très peu de lui, vraiment complètement oublié. Et puis par hasard, il y a quelques jours, il est ressorti un peu de l'oubli, puisqu'un ancien président du CRAN a écrit une tribune contre Crozat dans Libération, en demandant à Emmanuel Macron de mettre une stèle pour raconter que l'Élysée avait été construit avec l'argent de la traite négrière, qui était l'argent de Crozat. Puisque c'est peut-être ce qu'il faut expliquer, Crozat est à l'origine du palais de l'Élysée. Nous y viendrons dans le cadre du mariage, d'ailleurs, de sa fille. Exactement. Et la poursuite de cette ascension. C'est un homme qui constamment a cherché pour lui, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants, arriver au plus haut. Et c'est dans ce cadre-là que sa fille fera... On rentrera dans le détail, parce que ça explique bien aussi les mœurs de l'époque, que sa fille fera un mariage, enfin princier, buccal, princier, et que son gendre, avec l'argent de son beau-père, fera construire le palais de l'Élysée. Exactement. Ce qui est extraordinaire, c'est que comment le crâne, c'est ça, c'est le crâne, le mouvement, le crâne ou le crâne, comment ça se traduit le crâne, vous vous souvenez ? Je n'ai plus en tête. Ça doit être le comité représentatif des associations noires, je crois. Ah, c'est ça. Je crois. Comment se fait-il que le crâne ou le crâne ait entendu parler de Crozat et fait le lien entre Crozat et l'Élysée? Ça m'a beaucoup surpris qu'ils ressortent comme ça. Alors je crois qu'il y a une semaine de commémoration de l'esclavage, et effectivement, c'est peut-être ce qu'on va voir maintenant, mais Crozat était extrêmement impliqué dans les traites négrières. Après, pourquoi maintenant ? Pourquoi en ce moment ? Je n'ai pas tellement d'idée de pourquoi c'est sorti maintenant. Le crâne demande-t-il à ce que l'Élysée soit rasé, du coup ? Non. Puisque l'Élysée a été construit avec l'argent de l'esclavage, qui est une honte absolue. L'Élysée doit-il être rasé ? Est-ce qu'il l'exige ? Il y aurait beaucoup de monuments à raser dans ce cas-là, et si on remonte à l'Empire romain, il faudrait sans doute raser aussi le pont du Gard. Enfin bon. Mais non, je crois que la demande portait juste sur un récapitulatif à côté de l'Élysée, un mémorial qui raconte que l'Élysée avait été construit avec l'argent de la traite négrière. Ce qui est un peu exagéré, partiellement vrai. Qu'est-ce qui amène Crozat à s'intéresser justement à l'esclavage, à la traite des Noirs? Alors, Crozat s'y intéressait un petit peu parce qu'il était impliqué dans la compagnie de Saint-Domingue, donc il était censé développer il était censé développer l'île de Saint-Domingue, ce qui impliquait d'avoir quelques esclaves déjà. Mais après, c'est un hasard, c'est la mort du roi d'Espagne, en fait, Charles II. Charles II d'Espagne meurt sans héritier. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Depuis des années, toutes les dynasties européennes essayaient de mettre la main sur l'Empire espagnol, puisqu'en plus de l'Espagne, il y avait 23 couronnes en fait, sur la tête du roi d'Espagne. Il y avait les Baléares, et puis il y avait surtout toutes les possessions, toutes les colonies, notamment en Amérique, puis les Philippines. Donc des richesses énormes, et toutes les puissances européennes essayaient de mettre la main dessus. C'est la France qui a été choisie à la dernière minute.
qui a accepté cette succession pour un petit-fils de Louis XIV. Et Crozat, en fait, est extrêmement intéressé. Il se dit, mais il y a un gros coup à jouer, puisque l'Espagne va avoir désormais des liens privilégiés avec la France. Il y a une compagnie qui l'intéresse, qui est celle de l'Asiento. En fait, donc l'Espagne a tous ses territoires à mettre en valeur. Elle manque de main-d'œuvre. Et c'est les fameuses traites négrières, justement. Elle doit recourir à une main-d'œuvre servile externe, qu'elle va chercher en Afrique. Or, il y a un traité qui avait signé, un traité de partage du monde, le traité de Tordesillas, qui avait été signé entre les Espagnols et les Portugais et qui interdisait donc, même s'il a été beaucoup contourné, aux Espagnols d'approcher les côtes africaines, puisqu'il y avait eu ce partage du monde. Et l'Espagne, du coup, confiait le soin de récupérer la main-d'œuvre servile à des sociétés étrangères, à des Portugais d'abord. Et puis à ce moment-là, Crozat se dit c'est le moment pour la France de tenter sa chance. Et donc Crozat va insister auprès des ministres et va réussir à obtenir ce fameux traité de l'Asiento, alors qu'il oblige à fournir 48 000 esclaves sur 10 ans, 48 000 pièces d'Inde en 10 ans aux colonies espagnoles. Et en fait, ce qu'ils appellent les pièces d'Inde, la pièce d'Inde, c'est une unité de compte d'esclaves. Alors, c'est pas très reluisant. C'est-à-dire que c'est un homme, déjà, de moins de 30 ans et en bonne santé. Et donc après, il y a tout un système de grilles qui dit que s'ils ont une taie sur l'œil, ils valent plus que la moitié de leur valeur. S'ils ont une jambe trop courte, c'est un tiers, etc. Donc au moins 48 000 personnes, mais beaucoup plus vraisemblablement. Surtout que Crozat est vraiment redoutable. Et sur ces navires, en fait, la mortalité, sur les quelques papiers qu'on a, on voit une mortalité de 40% qui est nettement supérieure en plus à celle de des trafiquants classiques. Donc une très très forte mortalité. Parce qu'il les traite moins bien ? Je sais pas si. Alors, il traite moins bien déjà ses employés, donc j'ose pas imaginer le traitement pour les esclaves. En général, paradoxalement, en fait, la mortalité des équipages était supérieure encore à celle des esclaves. Ce qui ne veut pas dire que l'équipage était moins bien traité. Hein. Évidemment, c'était affreux la manière dont on traitait les esclaves. En revanche, c'était essentiellement lié aux maladies tropicales. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que pour Crozat, c'est pas une volonté de gagner de l'argent avec les esclaves. C'est en fait le paravent, c'est la vitrine de son commerce. Son idée, c'est de pratiquer l'interlope. L'interlope, donc c'est ce qu'on avait vu avec une de ses sociétés précédentes, c'est entrer dans les ports espagnols et revendre en contrebande des marchandises très chères. Et bien là, grâce à l'Asiento, il aura le droit d'entrer dans les ports espagnols pour vendre ses esclaves. Et ce qui intéresse, c'est pas la vente d'esclaves, c'est de pouvoir vendre la contrebande derrière. Vendre ou acheter Oui, c'était plutôt vendre là-dessus. Et récupérer les pièces d'argent, c'est ça qui est la vraie motivation, c'est de récupérer de l'argent espagnol par tous les moyens. Il y a tout un chapitre que vous consacrez dans votre livre, Pierre Ménard, c'est le chapitre 17, puisque vous venez de l'évoquer sur la manière dont il traitait ses employés, c'est la personnalité de Crozat. Vous en faites vraiment une description qui n'est pas sympathique du tout. Vous écrivez qu'il avait une insatiable soif d'honneur et d'argent, une absence de scrupules, un désintérêt pour les arts, une effroyable dureté envers les plus faibles, une implacable cruauté, une obligeance mielleuse envers les grands de ce monde. C'est quelqu'un vraiment qui est repoussant, quoi. C'est un peu toute la complexité, la limite de l'exercice en biographie, parce qu'on parle de gens qu'on n'a pas rencontrés, qu'on n'a pas connus, on ne connaît pas la voix de Crozat, par exemple, on sait à peine à quoi il ressemblait, on a un seul tableau de lui. Et c'est la question que soulevait Jacques Le Goff en disant comment est-ce qu'on peut faire la biographie de Saint-Louis, par exemple, quand on n'est pas saint, qu'on n'est pas roi, qu'on est à peine catholique. Avec Crozat, la question se pose parce que la manière dont j'ai travaillé, c'est à partir de documents, évidemment, mais il a très peu écrit lui-même, c'est-à-dire qu'on a énormément de missives officielles, on a une partie de sa correspondance, mais ses archives privées ont brûlé, et donc c'est à partir d'actes officiels rédigés chez le notaire. Alors il y en a beaucoup, il y en a plusieurs par semaine. Donc on arrive à voir aussi, à se faire une petite idée comme ça. Et après, on a tous les témoignages qui lui sont consacrés, et ses contemporains en ont quand même pas mal parlé. Et effectivement, quand ils en parlaient, c'était à peu près toujours en mal. Et on a un seul qui en parlait en bien, c'était un de ses grands amis. Mais sinon, tous les autres témoignages qu'on a sont négatifs. Donc effectivement, ça fait un portrait négatif. Après, peut-être qu'un jour, on pourrait trouver d'autres témoignages un peu plus positifs. Alors il a son concurrent, Samuel Bernard, qui était son rival même. Son rival Samuel Bernard, vous savez, Samuel Bernard qui fera faillite avant lui et puis qui ressuscitera d'ailleurs de cette faillite. Samuel Bernard, c'est un peu le
même comportement, même type de personne, même fortune que Crozet. Et vous citez Voltaire et sa dégoulinante obséquiosité envers Samuel Bernard, qui entretient un essaim d'écrivain. Oui, c'est une des différences aussi, c'est que beaucoup des grands financiers ont fait travailler des artistes, ont pensionné des écrivains. Voltaire, par exemple, parle de Samuel Bernard en disant il est grand, non par le bien qu'il a, mais par le bien qu'il fait, parce que lui-même était pensionné. Crozat, en revanche, alors lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Jamais il a pensionné qui que ce soit, à part l'abbé qui s'occupait de ses enfants. Et donc, effectivement, tous les écrivains se sont retournés contre lui et ont dit pique-pendre. Et je crois même que dans une autre lettre, Voltaire dit que Crozat ne sait pas lire même son catéchisme, enfin qu'il est complètement inculte, qu'il est incapable de rédiger une lettre. Vous situez aussi Bossuet. Lorsque vous évoquez le rôle de Crozat dans le trafic d'esclaves, vous citez Bossuet, qui n'a rien contre l'esclavage. Oui, c'est... Alors, on peut lire, hein, on peut lire ce que vous écrivez, c'est étonnant. Le prestigieux locataire de Crozat, c'était un locataire de Crozat ? Oui. Il habitait Place des Victoires dans l'hôtel particulier de Crozat. Oui. Dans quelles circonstances Bossuet a-t-il été amené à loger il louait ce logement pour avoir un endroit où être à Paris. Et donc, il s'était tourné. Alors, après, j'ai pas trouvé de lettre particulière. On a des documents de location donc, qui montrent que Bossuet était locataire de Crozat, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, Bossuet écrit « Bossuet n'affirme-t-il pas, écrivez-vous, en s'appuyant sur un lourd arsenal philosophique, juridique et historique, que l'esclavage est non seulement valide selon la loi des hommes, mais encore selon celle de Dieu ?» Ces éclaircissements n'innocentent bien sûr pas notre financier qui ne peut ignorer les conditions épouvantables dans lesquelles le commerce s'effectue, etc., etc. Vous citez, voilà ce que dit exactement Bossuet, « Le Saint-Esprit, ordonne aux esclaves par la bouche de saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige point leur maître à les affranchir. » C'est dans Bossuet, 5e avertissement aux protestants sur les lettres de Jurieu. Oui, c'était. C'est l'époque qui était comme ça, non ? Voilà, l'idée c'était de certainement pas de justifier l'esclavage ou quoi que ce soit, certainement pas de réhabiliter Crozat qui reste avec tous les témoignages qu'on a, avec tous les gens qu'il a rencontrés extrêmement durs tant que les gens sont contre lui, mais de remettre un peu dans le contexte aussi en disant que il pouvait pas ignorer dans quelles conditions ce commerce se faisait, mais l'époque était quand même tolérante avec ce commerce-là. Quel rôle à Crozat dans la guerre de succession d'Espagne? Nous avons vu que ça lui a permis effectivement de prendre le contrôle de cette société, la Ciento, ce qui lui permet de faire du trafic avec les ports espagnols sans lesquels il n'aura pas eu accès. Quel est son rôle dans la guerre de succession d'Espagne? Eh bien, assez petit. Alors, en fait, donc Charles II est mort. Le petit-fils de Louis XIV a hérité de la couronne espagnole avec un accord tacite avec les autres puissances européennes. Il y avait eu un accord secret avant qui disait que la France ne récupérerait pas l'Espagne. Elle l'a eu. Les autres ont hésité à déclarer la guerre, ne l'ont pas fait, à condition que la France ne s'ingère pas trop dans les affaires espagnoles. Et évidemment, la promesse n'est pas tenue. Et donc, on sait qu'à Madrid, il y a énormément de Français qui s'occupent de Philippe V, que dès qu'il y a un problème aux Pays-Bas espagnols, la France vient soutenir les Espagnols. Et donc, il y a une ligue qui se forme contre la France avec les grandes puissances européennes, donc l'Angleterre, l'Autriche, et puis les Provinces-Unies qui se mettent à attaquer la France et l'Espagne. Crozat voit ça, comme d'habitude, comme une opportunité, puisque qui dit guerre dit troupes. Il y en a beaucoup, il y a 650 000 hommes, une armée de 650 000 hommes à entretenir, ce qui est énorme. Hein. À l'époque, la population française est d'environ 20 millions d'habitants. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et ça suppose des quantités d'argent considérables, puisque dès que vous arrêtez de payer ces soldats, ils arrêtent de travailler aussi et ils désertent. Donc il faut trouver cet argent, et Crozat, qui a déjà fait ça pour les précédents conflits, se dit qu'il a un coup à jouer. Il commence à financer un peu la guerre, mais pas de chance pour lui. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus ambitieux, qui est son associé, Samuel Bernard, et qui lui dame le pion et qui devient donc le grand argentier de la couronne. Alors il n'a pas le titre officiel, mais c'est lui qui fournit l'essentiel des sommes qui sont réclamées par la couronne. Et on a beaucoup de documents qui disent à chaque fois n'allez pas voir Crozat, il est beaucoup trop cher. Donc malgré tous ces efforts, Crozat reste vu comme beaucoup trop rapace. Et c'est Samuel Bernard qui arrive à avoir le gros du marché et qui s'enrichit fabuleusement à la place de Crozat. Il y a aussi ce trafic de piastres que vous évoquez dans votre livre, Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, aux éditions Texto, le trafic des piastres.
De quoi s'agit-il? Oui, alors la France manque énormément de monnaie, contrairement à l'Espagne. Et donc, l'idée, Pour c'est... quelle raison la France Pour, manque de monnaie par parce que rapport, comparé à l'Espagne? l'Espagne a des mines en Amérique latine, notamment Potosi. Donc, je crois qu'on l'avait évoqué dans la dernière émission, mais qui fournissent tellement d'argent qu'on raconte qu'on pourrait construire un pont qui relie Potosi à Madrid. Donc, elle croule vraiment sous l'argent espagnol. Et la France, au contraire, est en situation de disette monétaire. Il n'y a pas assez d'encaisse métallique et puis on n'a pas encore de papier-monnaie. Et donc, pardonnez-moi, Pierre Ménard, il est important de rappeler, parce que c'est ce rôle, c'est lié au rôle et à l'enrichissement de Crozat, et c'est que on règle l'échange entre acheteurs et clients se fait avec de la véritable argent. Oui, il n'y a pas encore de compte en banque. C'est-à-dire que quand on doit acheter un château, on arrive avec une caisse entière de pièces d'argent. D'où l'importance du minerai. Voilà, donc c'est extrêmement important. La France n'a pas de minerai, n'a pas d'argent. La France n'a pas de source d'approvisionnement là-dessus. Et donc, il faut absolument arriver à en avoir. Et plus on en a, plus on est puissant. Et particulièrement en temps de guerre où il faut absolument arriver à en trouver. Et les soldats, on ne les paie pas avec des promesses. Il faut arriver à avoir de l'argent très rapidement pour verser aussi les pots de vin aux alliés, pour arriver à corrompre les ambassadeurs, etc. On a tout le temps besoin d'argent. L'État, en plus, n'arrive pas à le récupérer. Et donc, Crozat, grâce à toutes ces affaires maritimes, puisqu'il pratique l'interlope avec les ports espagnols, donc ils vont en contrebande des marchandises, ils récupèrent énormément d'argent grâce à l'Hacienda aussi, pas par la vente d'esclaves qui est vraiment une très mauvaise affaire pour lui, il perd beaucoup d'argent là-dessus, mais parce qu'il arrive à vendre à côté. Donc il se retrouve à la tête d'énormément d'argent qui arrive dans les ports et qui décharge discrètement de nuit pour le revendre au marché noir, puisqu'on a tout un marché noir de devises aussi, et donc l'argent vaut une fortune, et Crozat donc décharge une partie de sa cargaison, n'en déclare que la moitié, et revend au marché noir une autre partie. Et ce qui est drôle, c'est que les ministres sont mis au courant, ils lui proposent de racheter ça à des taux extrêmement intéressants, mais Crozat continue, et puis de temps en temps, il dénonce un de ses complices, en disant attention à monsieur Untel qui trafique un peu au marché noir. C'est vraiment quelqu'un de foncièrement malhonnête. Hein. Il livre en pâture pour avoir la paix, mais à la justice, quelques noms, en quelque sorte, pour que lui ne soit pas Ce sera sa technique toute la vie, c'est-à-dire que dès qu'il est inquiété, il donne quelques noms d'associés discrètement, et puis il s'enlève les mains et il s'en sort toujours. Aussi, il s'en sort toujours parce qu'il est à la tête de toutes ces entreprises commerciales, qu'il est extrêmement intelligent et que l'État connaît toutes ces magouilles à chaque fois. On a vraiment des lettres qui arrivent au ministre, on peut voir que l'État n'est pas dupe. Et après, on regarde les lettres de Crozat qui jure ses grands dieux à chaque fois que non, il est innocent. Le ministre le sait, mais on le laisse tranquille. Vous avez vu ces lettres ? Oui, on peut voir. On peut voir ces lettres du contrôleur général des finances qui dit Crozat est un bandit, mais on le laisse tranquille en quelque sorte. Alors on ne dit pas qu'on n'a aucune lettre qui dit laissez-le tranquille, mais en revanche on a les lettres, donc on voit qu'il n'y a eu aucune action prise et qu'à chaque fois il est dénoncé au ministre par un agent secret, par un ambassadeur, etc. Et comment t'expliquer cette impunité jusqu'à la fin? Alors on le verra peut-être tout à l'heure, mais il y a un moment quand même où il est passé très près de... pas de l'échafaud, mais de la ruine totale. Et non, plusieurs fois, il était systématiquement sur la ligne de crête, donc il avait beaucoup d'ennemis, il était souvent dans le viseur, et il arrivait à se rendre utile, il graissait la patte de beaucoup de monde, donc il avait beaucoup d'obligés dans les cercles qui l'intéressaient, et donc c'est comme ça aussi qu'il arrivait à s'en sortir. Et c'est ce réseau d'obligés qui va lui permettre de mener cette vie sans être sérieusement inquiété jusqu'à sa mort. Oui. On l'a évoqué dans l'introduction, c'est le mariage de sa fille. Un véritable mariage princier. Je vous propose que vous nous l'évoquiez, parce que ça aussi, c'est une histoire extraordinaire. Oui, Crozat, on l'a vu, en fait, a une fortune qui défie l'imagination. Il est fabuleusement riche, un des hommes les plus riches de tous les temps. Et ce qui pose beaucoup de questions, en fait, en cette époque-là, ça pose toujours des questions, remarquez aujourd'hui, mais ça pose beaucoup de questions parce que le système, l'idéologie... le système de pensée d'Ancien Régime est quand même sur une évolution de la société qui est extrêmement lente. C'est-à-dire que c'est l'élévation, évidemment, on a des tas d'exemples d'élévation sociale, mais la logique veut quand même que ça se fasse sur plusieurs générations. On a toute cette idée sur l'hérédité des charges, sur la pureté du sang. Et Crozat, en accumulant une fortune comme ça, se met au niveau des plus grands seigneurs. Il est plus riche que tous les grands seigneurs, que les ducs et pairs, plus riche que tout le monde, plus puissant. Tout le monde lui doit quelque chose. Et il reste quand même en marge de cette société-là.
qui lui emprunte très volontiers de l'argent. Alors, il prête de l'argent à absolument tout le monde, toutes les grandes familles lui sont liées, mais ricanent de lui. Notamment, c'est ce qu'on voit dans les chansons des rues. Les chansons des rues, c'est pas le peuple qui les compose souvent, c'est composé par des écrivains qui sont pensionnés, par des ministres, des grands seigneurs. Et ça permet de faire passer les messages qu'on veut faire passer. Et donc, on a beaucoup de chansons contre lui qui racontent qu'il est très avare, qu'il est très méchant, qu'il est cocu même. Alors ça, on a le nom des amants de sa femme, supposé. Et donc, Crozat en a un peu assez d'être en marge de ce monde-là et décide qu'il va fonder une dynastie et donc de bien marier ses enfants. Il trouve pour ça le comte d'Évreux, qui est un membre de la famille de la Tour d'Auvergne. Donc, la Tour d'Auvergne, on le rend de prince étranger, c'est équivalent à duc et père. Ça donne une très haute position à la cour. Et donc, il va tout faire pour marier sa fille à ce monsieur qui est beaucoup plus âgé qu'elle, 25 ans de plus qu'elle, qui est ruiné et qui, paraît-il, en plus, est très peu sympathique. Oui, ce n'est vraiment pas le gendre idéal. Vous le décrivez, la Tour d'Auvergne, comme d'une bêtise crasse. Oui, c'est les témoignages que j'ai eus. C'est un mariage qui va lui coûter très cher, ce qui vous fait écrire d'ailleurs que c'est un mariage d'amour, puisque Évreux, Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, en épousant donc Marianne, la fille, elle était quand même jolie, écrivez-vous, de bonne éducation, la fille de Crozat, eh bien Évreux fait un mariage d'amour parce qu'Évreux aime beaucoup l'argent. Et en effet, quand vous décrivez les sommes colossales d'argent que Crozat va dépenser pour ce mariage, on comprend que c'est un mariage d'amour, puisqu'il va verser une dot au mari, donc au comte d'Évreux, 600 000 livres. Oui. 600 000 livres, c'est colossal. Pour donner un équivalent, un ouvrier gagne 90 livres par an, en moyenne. Et là, un beau château, c'était de l'ordre de 60 000 livres, en quelque sorte. Oui, ça dépend. Après, à un moment, Crozat achète le duché de Saint-Fargeau, par exemple, pour 500 000 livres. Donc 600 000 livres, ce serait encore plus cher que ça. Et non content de verser une dot de 600 000 livres, eh bien, il va aussi verser un pot de vin de 100 000 écus. Alors 100 000 écus, je ne sais pas à combien ça correspond à peu près, à la mère. À la mère du gendre idéal, à la mère de Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, c'est la duchesse de Bouillon, grand titre, vieille famille. Eh bien, la mère, elle, va recevoir un pot de vin de 150 000 écus. Oui, il y a beaucoup de médisance. Alors là, les chansons des rues, on a énormément de protestations contre le fait qu'un grand seigneur prostitue son nom pour avoir la dot de Crozat. Et puis la belle-mère qui était, paraît-il, la plus opposée. Bon, la légende dit que Crozat lui a versé effectivement un énorme pot de vin et qu'après elle a accepté le mariage en appelant la fille de Crozat le petit lingot. Alors vous écrivez ces quelques lignes dans votre livre consacré à Crozat aux éditions Texto. Le 22 février 1707, le mariage, enfin réglé, reçoit l'approbation du roi. Vient alors la comique épreuve des visites aux familles. Charles prétend que la duchesse de Bouillon aurait cruellement demandé à son fils s'il avait fait la connaissance de sa belle famille. Le comte, ayant répondu par l'affirmative, la méchante femme lui aurait rétorqué « Je parie que non, et que vous n'avez pas été voir Fétou, le trop célèbre bedeau de Saint-Eustache. L'offensé n'aurait rien trouvé de plus charmant à répondre qu'un glacial. Madame, c'est vous qui avez fait mon mariage, ne m'en dégoûtez pas si tôt. » Et on verra qu'il en sera dégoûté assez tôt. À l'Élysée. À l'Élysée. Qui est ce Fétou? C'est ce bedeau de Saint-Eustache. Oui, parce que c'est un vague parent de Crozat. Tout le monde lui a ressorti le bedeau à chaque fois. Alors, je crois qu'il n'y a pas un seul chroniqueur qui lui a pas ressorti en disant tantôt que c'était son père, son oncle, son grand-père. En fait, c'était effectivement le grand-père de sa femme. Et il y a un incident où Crozat va presque disparaître, presque chuter définitivement. C'est à la suite d'une grave maladresse qu'il commet et dont la cause est l'inimitié qu'il y a entre Bourgogne et Vendôme à l'occasion de la guerre d'Espagne. Pouvez-vous nous en toucher quelques mots ? Oui, Crozat est très fier donc de son gendre, le comte d'Évreux, qui vient d'être nommé à travailler avec le duc de Vendôme justement pendant la guerre de succession d'Espagne. Et le duc de Vendôme devait être à la tête des troupes françaises. Et puis au dernier moment,
on a dit que ce serait finalement le duc de Bourgogne qui est le petit-fils de Louis XIV. On trouvait ça plus normal. En échange, on a dit à Vendôme que c'était complètement fantoche et que Bourgogne n'aurait aucun pouvoir. Et au moment d'un combat, effectivement, il y a une tension entre les deux. Vendôme charge, il réussit plus ou moins. Il y a un grand moment de flottement. Et le duc de Bourgogne, plutôt que de venir l'aider, en fait, regarde avec ses troupes la charge de son cousin, ne bouge pas. Et puis, après, ordonne un retrait. Vendôme est furieux. Il écrit qu'à cause de ça, ils vont perdre cette bataille. Et que le responsable est le duc de Bourgogne, donc le petit-fils de Louis XIV. Et le comte d'Évreux, qui est cousin d'ailleurs du duc de Vendôme et qui a envie d'être bien vu de lui, écrit une lettre à Crozat dans laquelle il raconte tout ce qui s'est passé en étant très cruel envers le duc de Bourgogne. Et donc ensuite, Crozat montre la lettre qui veut la voir, et ça finit par remonter jusqu'aux oreilles de Louis XIV, qui est absolument furieux d'apprendre que Crozat, je sais plus comment il l'appelle, je crois la créature de Vendôme, enfin furieux de voir que c'est Crozat qui commence à mettre des lettres contre son petit-fils, et donc on demande à Crozat de se taire. Alors ça donne tout un épisode de Guignol où la duchesse de Bouillon, donc la mère du comte d'Évreux, fabrique une fausse lettre en la donnant à son fils, en faisant croire que c'est la vraie, et Louis XIV fait semblant de croire que c'est vrai. Mais ça se retournera vraiment contre eux, c'est-à-dire que Crozat sera mal vu à Versailles, et le duc de Vendôme après sera mis en dehors des affaires pendant un moment. Et le comte d'Évreux aussi d'ailleurs. Cela nuira-t-il à la carrière de Crozat ? Louis XIV n'a plus très longtemps à vivre en fait, et donc ça ne changera pas grand-chose à sa carrière. La vraie aide qu'il aura, ça va être la chute de Samuel Bernard. C'est là qu'il va pouvoir déjà commencer à réémerger. Par d'autres opérations que vous venez de nous décrire, Pierre Ménard, si vous le voulez bien, Crozat devient quasiment à la tête de tout le commerce français dans le monde, notamment en devenant directeur de la société de Saint-Malo et en prenant la tête de la Compagnie des Indes. Pouvez-vous nous décrire cet épisode ? Oui, donc la France est en plein conflit, la France et l'Espagne, en fait toute l'Europe est en conflit, et il y a un des fleurons du commerce français qui est la Compagnie des Indes, qui était un fleuron, plutôt parce que des possibilités de commerce immenses, des profits gigantesques, ça va jusqu'à 500% sur certains produits, donc très très gros profits. En revanche, avec la guerre, effectivement, les affaires de la compagnie sont compliquées, elle est presque en faillite, et puis Crozat, comme d'habitude, quand il voit une société intéressante en faillite, c'était un peu le Bernard Tapie de l'époque, il se jette dessus, il essaie de la racheter, donc il obtient d'obtenir ils fondent une société à Saint-Malo avec quelques armateurs qui récupèrent une partie des privilèges de cette société et qui donc lui permet d'augmenter son commerce, sachant qu'en parallèle pourquoi ce commerce aussi, c'est parce qu'en Inde en fait on commerce beaucoup avec de l'argent, qui se retrouve avec beaucoup d'argent via son commerce avec les colonies espagnoles, et que donc il a encore un moyen d'augmenter son profit sur ces espèces monétaires, en plus du marché noir qu'il fait, du trafic de devises qu'il fait avec tous les ports de la Méditerranée, ce qui était interdit, hein. Mais on a des lettres aussi qui montrent qu'il trafique avec tous les ports de la Méditerranée, et puis donc ce commerce des Indes. Et effectivement, à partir du moment où il bénéficie de ce commerce-là, on voit qu'il contrôle absolument tout le commerce maritime français, ou presque tout. Il a la Compagnie des Indes, l'Assiento, la Compagnie de Guinée, la Compagnie de Saint-Domingue, la Compagnie de la mer du Sud, la Ferme du Tabac. Donc vraiment, à peu près tous les échanges commerciaux français sont liés de près ou de loin à Crozat, sachant qu'en plus, il va se mettre bientôt à faire des opérations corsaires. Donc avec l'aval du roi, il arme certains de ses navires et en profite donc pour récupérer les cargaisons des navires ennemis. Ça coûte encore moins cher, il n'y a pas à les armer. Avec un petit nombre d'hommes, on profite de toutes les cargaisons qui viennent directement des puissants ennemis. Et cet homme, c'est un aspect que vous n'abordez pas forcément dans votre livre, Pierre Ménard. Crozat, il avait un nombre important d'employés, j'imagine, des bureaux, etc. Comment était-il organisé ? Combien de personnes travaillaient pour lui ? Alors c'est très compliqué de savoir, surtout que le système de l'époque fait qu'on utilise beaucoup d'hommes de paille. Donc à chaque fois qu'on a besoin de signer un document, souvent il en signe un, il y a un homme de paille à côté qui en signe un autre, on dénonce celui qui a été signé par l'homme de paille en disant qu'en fait c'était Crozat, et inversement, et tout est très imbriqué. Donc combien exactement, j'en ai aucune idée. En revanche, oui, il avait des bureaux partout, dans toutes ces sociétés commerciales, et lui, dans le bâtiment qu'il habitait, qui est le Ritz aujourd'hui, tout l'entresol était occupé par ses bureaux.
Et c'était visiblement, on a quelques descriptions, quelque chose d'assez lugubre. Il y avait un caissier qui réglait tout ça, qui était assez dur visiblement. Et puis plein de commis, plein de petits employés qui étaient là. Un auditeur vous demande, est-ce que vous connaissez les Crozat des temps modernes ? Est-ce que je connais les Crozat des temps modernes ? Est-ce qu'en quelque sorte, son exemple non, a-t-il fait des émules à notre époque ? Non, il y a sans doute des gens qui ont des capacités à toujours rebondir, qui ont développé de grandes entreprises commerciales, mais après, les comparaisons, c'est toujours compliqué. Si on le compare à Jeff Bezos, il y a sans doute cette idée de devenir un peu maître du monde, mais lui ne se pratique pas le commerce d'esclaves. Après, Crozat avait beaucoup de côtés sombres quand même, donc... c'est compliqué de connaître des gens comme lui. Alors, cet auditeur nous demande comment a-t-il fini sa vie. J'espère que nous y arriverons avant 21h, en tout cas, à boucler la fin de la vie de Crozat, parce qu'il a vécu... il était certainement très résistant. Oui. Il s'est intéressé aux affaires, il a été actif jusqu'au bout. Oui. Et il nous a légué entre autres le fameux canal de Picardie que nous évoquerons, qu'on appelle plus le canal Crozat. Non. Il a été débaptisé à quelle époque ? Aucune idée. Je ne sais pas s'il a été officiellement débaptisé ou s'il peut continuer à s'appeler le canal Crozat, mais maintenant on voit toujours canal de Picardie, ancien canal Crozat. Et puis maintenant que le crâne a mis à jour rendu public, c'est fait condamnable, lamentable dans le trafic d'esclaves. Et le pauvre Crozat, il n'a plus aucune chance que le canal de Picardie s'appelle à nouveau le canal Crozat. Et d'ailleurs, un auditeur réagit vivement, d'ailleurs, au crâne ou au cran, je ne sais pas comment on doit prononcer tout cela. Il y a aussi un rôle important qu'a eu Crozat, qui, à vous écouter, on comprend qu'il est devenu, à travers toutes ces opérations, le contrôle de la Compagnie des Indes, de la Compagnie de Saint-Malo, de la Compagnie de Saint-Domingue, de la Ciento, et que tout ce trafic interlope dont il s'occupe, qu'il dirige, on comprend, ce sont vos termes, que Crozat soit devenu le premier bailleur de fonds de la monarchie. Mais il a aussi un rôle important, notamment dans cette période de guerre et de famine. En 1709, il y a eu ce terrible froid en France, avec une famine qui a fait 600 000 morts. Eh bien, il arrive à faire venir notamment d'Angleterre, qui est pourtant... l'ennemi, qui est en guerre contre la France, et il arrive à faire venir du blé d'Angleterre. Mais comment fait-il ? Mais c'est ça son secret, en fait. Peut-être qu'il faut parler un tout petit peu du Grand Hiver, parce que c'est un peu oublié, mais c'est un épisode assez intéressant, assez triste aussi. C'est en 1709, ce qu'on appelle le Grand Hiver, c'est effectivement une période où il faisait visiblement jusqu'à moins 30, moins 40 dans certains endroits, donc catastrophique pour les récoltes, surtout qu'après, au printemps, il y a eu des inondations, donc 600 000 morts, et on a des tas de récits absolument apocalyptique où à Versailles par exemple toutes les bouteilles d'alcool explosent dans les chambres tellement il fait froid, qu'à Lons-le-Saunier on est obligé de découper le vin à la hache si on veut en manger ou en boire, je sais pas comment on dit, que les agneaux meurent gelés quand ils sortent du ventre de leur mère, que les oiseaux sont foudroyés en plein vol, ils tombent tellement il fait froid, et donc effectivement grande famine, et Crozat se démène pour arriver à importer du blé d'Angleterre, et c'est ça son secret, c'est qu'il a des contacts absolument partout, et donc l'Europe est en guerre, mais lui, il continue à spéculer, même et à faire des opérations boursières en Angleterre via ses hommes de paille. Et donc, dans tous les pays, il a tout un réseau, et c'est pour ça qu'il est si utile aussi, tout un réseau d'associés, de petites mains qui lui font remonter des informations. C'est lui qui reçoit le courrier des ministres, parce qu'il est plus capable que l'État d'arriver à récupérer des informations dans les temps. Donc, il reçoit le courrier des ministres, il reçoit toutes les informations. C'est ce qui lui permet aussi d'être si utile à l'État, et c'est d'arriver à avoir les informations. C'est ça qui est clé, c'est d'avoir l'information à temps avant les autres. Et donc, c'est un de ses secrets. Et de l'exploiter, bien sûr. Et de les exploiter. En conséquence. Je vous propose que vous nous parliez maintenant de la manière dont il est devenu vice-roi de Louisiane, puisque c'est le titre de votre ouvrage, Le Français qui possédait l'Amérique. En effet, Antoine Crozat a possédé la Louisiane. Et puis, ce n'est pas la Louisiane touristique que l'on connaît maintenant. C'est la Louisiane, c'est des grands lacs, jusqu'à la côte, jusqu'à la mer, jusqu'au golfe du Mexique. Oui, ça... Dans quelles circonstances Crozat devient-il le propriétaire de la Louisiane ? Eh bien, la France donc, est toujours empêtrée depuis presque 10 ans, depuis plus de 10 ans, dans la guerre de succession d'Espagne. Les finances sont vraiment complètement à terre. Il faut toujours entretenir cette armée. On verse des pots de vin.
Il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses. Et la France a différentes colonies en Amérique du Nord qui vont à peu près d'une partie du Texas actuel au Canada. Vraiment un ensemble gigantesque. Et notamment la Louisiane. Et ce qu'on appelle la Louisiane à l'époque, c'est un territoire qui fait la taille de la France. Enfin, on a la basse Louisiane qui fait la taille de la France et la haute Louisiane après. Et on se demande que faire de ce territoire. En fait, sur un territoire qui fait la taille de la France, il y a 200 colons. Donc l'équivalent d'un petit village. Imaginable, 200 colons. 200 personnes, voilà. Donc pas de richesse connue. Donc Louis XIV se demande s'il ne doit pas l'abandonner. Et puis, on voit quand même que il y aurait potentiellement un intérêt là-dessus, que les Anglais sont très intéressés par ce territoire, puisqu'ils ont leur colonie à côté, que les Espagnols, même s'ils sont nos alliés, sont quand même intéressés par ce territoire, et donc l'abandonner, ça paraît pas forcément une très bonne idée, et puis on a toujours besoin d'espace après. Et donc on se dit, mais puisqu'on n'a plus d'argent pour s'en occuper, est-ce que la solution, ce ne serait pas de le passer un moment à quelqu'un qui engloutirait sa fortune dedans, et puis de le récupérer ni vu ni connu après. Et donc, une sorte de concession. Voilà, faire une concession et puis le récupérer, un territoire riche après. Et puis alors à ce moment-là, on se rappelle qu'il y a Antoine Crozat, très lié au commerce international, extrêmement riche. La question, ça va être comment lui refourguer ce cadeau empoisonné. Et par chance, à ce moment-là, il y a quelqu'un qu'on vient de nommer gouverneur de Louisiane à Versailles, qui se trouve à Versailles pour protester contre ça, parce que c'est vraiment une punition terrible d'être là-bas. Il fait chaud, il fait humide, il n'y a personne, il n'y a rien à faire. Et c'est Lamotte Cadillac. Ce gouverneur Lamotte Cadillac, parce qu'il donnera les voitures Cadillac d'ailleurs, qui seront nommées après lui. Ah bon, dans quelles circonstances donne-t-il son nom à cette marque ? Je crois qu'il avait toute une histoire avec Détroit auparavant. Il était gouverneur, ça devait être de la Haute-Louisiane. Je dis peut-être une bêtise, mais donc je crois qu'il a fondé Détroit. J'ai peur de dire des bêtises là-dessus. Mais donc il avait un rapport avec cette ville et donc on a nommé les voitures Cadillac. Mais donc à ce moment-là, Cadillac est à Versailles pour protester contre sa nomination. Vraiment, c'est une disgrâce pour lui. Et puis on lui dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution, c'est d'amener Antoine Crozat à investir là-bas. Alors, qui a cette idée de proposer ? C'est Pontchartrain. C'est Pontchartrain, toujours le fameux contrôleur général, le ministre des Finances de l'époque. Le tout-puissant Pontchartrain, et qui... non, c'est Chamillard qui était ministre des Finances à ce moment-là, je crois. Lui, quel rôle avait-il ? Pardon, je dis peut-être une bêtise, ça devait être Pontchartrain qui venait d'être nommé. Bon. Oui, donc... Bon, on se dit, pour attirer Crozat, c'est simple, on va exagérer. Donc, on va faire des faux rapports. Et donc, Cadillac se rend place Vendôme très régulièrement, et avec des tas de rapports qui existent encore, qu'on peut consulter. Elles sont aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Et puis, donc, il raconte que c'est un pays qui est gorgé d'or, qu'on se baisse par terre, on ramasse de l'or à pleine main, qu'il y a énormément de commerce à faire. Crozat, qui est intéressé par le commerce interlope, s'est collé aux colonies espagnoles, on pourra en faire aussi. Il y a des fourrures. Donc, il y a énormément de choses à faire avec ce territoire. Et puis ça donne lieu à une scène, alors on ne sait plus qui trompe qui au bout d'un moment, parce que Crozat dit oui, il proteste ensuite, on pense qu'il veut se dédire, alors là c'est très compliqué dans les correspondances, tout le monde s'embrouille complètement. Crozat exige d'avoir la colonie à la fin alors qu'il avait dit non, et alors on se dit mais génial, très bien, donc obtenons des conditions favorables. Et puis finalement, c'est Cadillac le grand perdant, puisque Crozat accepte d'investir au dernier moment et dit, dans ce cas, pour m'assurer, je veux aussi que Cadillac investisse. Et donc, le ministre force Cadillac, qui a fait tous ses faux rapports, à engloutir toute sa fortune dans une société qui s'est vouée à l'échec. Cadillac, qui est le gouverneur. Qui est le gouverneur, c'est ça, parce que Crozat a un monopole commercial pour 15 ans, c'est-à-dire qu'il gère à peu près tout dans la colonie, et des contreparties qui sont minimes, il doit juste envoyer 2 bateaux par an là-bas, et transporter donc quelques personnes pour implanter des colons, et puis les troupes du roi. Donc assez peu de contreparties en théorie, et en échange, tout ce qu'il développera, toutes les terres qu'il ensemencera, tous les bâtiments qu'il construira, tout lui appartiendra à lui et à ses enfants, toutes les mines surtout, parce que lui imagine récupérer de l'or et de l'argent comme le font les Espagnols. Toutes les mines sont censées lui appartenir, et donc là il est certain qu'on parlera de lui comme Alexandre le Grand. Enfin, on a des témoignages de contemporains qui disent que Crozat sera le prochain Alexandre le Grand, qu'on en parlera avec émotion dans des siècles et des siècles. Nous sommes en 1712. Crozat donc est naïf dans cette affaire. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui se montre d'habitude si intelligent et si rusé. Il se montre pas totalement naïf, puisqu'il implique Cadillac dans le capital. Oui. De la société qui va contrôler en quelque sorte la Louisiane, mais on est surpris par sa naïveté. En même temps, on l'a trompé, et c'est le ministre quand même qui lui envoie Cadillac pour faire ses rapports, donc
Oui, est-ce qu'il faut faire confiance? C'est une bonne question. Mais justement, en mettant Cadillac, normalement, il prend quand même une assurance et puis on le verra après, mais il arrive toujours à rebondir. On a l'impression qu'à cette époque, tout le monde trompe tout le monde très facilement. Oui. C'est à notre époque où, quand même, on n'a pas l'impression que... c'est pas non plus faire de l'anachronisme, mais si l'on compare les mœurs d'une époque à l'autre, on a l'impression, en lisant votre livre, je rappelle le titre... Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, on a l'impression que règne le mensonge et la corruption. Et tout ça à des fins d'enrichissement personnel. Après, sur des fortunes qui sont colossales. C'est le monde des affaires aussi, c'est-à-dire qu'on maquille souvent la mariée pour essayer de mieux la vendre. Oui, enfin, le monde des affaires, ce n'est pas que le monde des affaires. Parce que quand on regarde l'attitude de Pontchartrain qui enfume complètement Crozat, quand on regarde l'attitude des uns et des autres, ce n'est pas que le monde des affaires. Le monde militaire, le monde politique touche des pots de vin considérables, se font acheter par Crozat. On a l'impression quand même que les mœurs de l'époque sont... Il y a aussi un élément quand même qui est important, je pense, c'est qu'il y a beaucoup moins de circulation de l'information, c'est-à-dire que les gens sont plus crédibles aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'informations. La Louisiane, on savait à peine ce que c'était, il y avait quelques vaisseaux qui y étaient allés, un explorateur qui avait fini, je crois, mangé par une tribu de cannibales, enfin il y avait quand même très très peu d'informations, et donc c'est aussi pour ça que tout le monde trompe tout le monde, c'est que c'est très facile en fait. On raconte quelque chose, les gens croient. Ce n'est tout de même, Pierre Ménard, ce n'est pas un portrait très reluisant que vous faites de la société de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, avec des titres qui s'achètent, avec des mariages inimaginables. Là, Antoine Crozat va acheter, c'est une partie qu'on va voir avec vous, il va acheter sur ces titres les terres, et puis dans le but d'obtenir les titres au duc de Lauzun, il va être fait marquis par 2 fois par le roi Louis XIV, et nous allons poursuivre son ascension, notamment il va devenir grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, enfin bref, tout ça à coups de pots de vin considérables versés à droite et à gauche. Non, c'est vraiment... Non, on imaginait cette société un peu différente. La monarchie, la grandeur de la France, la grandeur de César, de ses lettres, et puis on voit beaucoup de monde terriblement corrompu. Ça n'empêche pas, on peut avoir des très bons dramaturges et puis des hommes d'affaires complètement véreux en même temps. Ça les a même inspirés d'ailleurs. Oui, mais les hommes d'affaires véreux, certes, mais ils ont des clients. Oui, mais ils ont des clients dans toute la société. Eh oui. Ces sociétés sont très corrompues, c'est ça que je veux dire. La société que vous décrivez semble extrêmement corrompue. Oui, complètement corrompue, mais encore une fois, il y a très peu d'opinion publique, il n'y a pas vraiment de presse, il n'y a rien pour dénoncer quoi que ce soit, et puis c'est une société qui est aussi sur le paraître, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin d'énormément d'argent, c'est pour ça que les mariages, tout le monde proteste à chaque fois contre les mariages comme celui du comte d'Evreux et de la fille de Crozat. Si on regarde, il y en a énormément des mariages comme ça, avec une dot intéressante, on arrive à bien se marier. Bien, Ménard, quand vous avez écrit ce livre sur Crozat, vous attendiez à trouver un tel niveau de corruption ? Non, j'ai été quand même un peu surpris. Donc ma surprise, quand même, est normale. J'étais jeune et innocent aussi à l'époque. Alors je suis peut-être toujours moi aussi, c'est ce que vous voulez dire. Non, en tout cas, c'est très impressionnant quand même. Oui. Mais c'est aussi une société qui vit sur le paraître, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin de beaucoup d'argent, on a énormément de domestiques, des châteaux qui coûtent des fortunes à entretenir, des vêtements qui valent des fortunes, et donc on trouve l'argent comme on peut, et donc oui, on n'est pas forcément regardant. Sachant que pour quelques hommes comme ça, en fait, la plupart des personnes qui possèdent des positions extrêmement importantes vivent grâce à ces gens-là aussi, parce que par des hommes de paille, ils prêtent leur argent et puis ils le récupèrent avec intérêt. Crozat souhaite peupler ce territoire et il ne le peut pas. Pour quelle raison ? Oui, Crozat, en fait, s'intéresse pas mal à la Louisiane, il en est assez content et donc il a vraiment la volonté de développer ce territoire, et pour lui la clé du succès de ce territoire, ça va être d'être peuplé, parce qu'avec 200 personnes on fait pas grand chose. Le seul problème pour lui, c'est que le pouvoir ne s'intéresse pas du tout à la Louisiane. En fait, le pouvoir est prêt à tout, mais jamais à mettre d'argent et jamais à envoyer des gens. Donc à plusieurs reprises, il propose d'envoyer des colons là-bas, elle le proposera à la fin de la guerre de succession d'Espagne, de prendre des fauçonniers, des gens qui sont en prison,
de faire payer le transport par les fermiers généraux, donc en fait ça ne coûterait rien à l'État, mais à chaque fois le pouvoir s'y oppose en se disant que c'est pas le bon moment. En fait, effectivement, lui a bien vu une chose, c'est qu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne, la France est complètement ruinée. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de travail, qui meurent de faim, et qui lui demandent de l'assistance, et on retrouve des lettres, il raconte qu'il reçoit des lettres de gens qui lui écrivent en disant faites-moi faire n'importe quoi, mais j'ai besoin d'argent. Et donc lui il se dit, mais tous ces pauvres, il suffirait de les envoyer en Louisiane. En fait, en Louisiane, on leur donnera des terres, on leur donnera tout ce qu'ils veulent, et en France, il n'y a pas tellement d'avenir pour eux. En revanche, le jour où ils commenceront à avoir de l'argent, personne n'a intérêt à partir sur un voyage qui est complètement hasardeux. Il y a des tas de bateaux de Crozat qui ont quand même péri corps et biens, qui ont disparu. Donc c'est très dangereux, on s'arrache à sa famille, à son village. Donc les gens n'ont vraiment pas d'intérêt à bouger comme ça, à part justement quand ils sont poussés par la nécessité. Mais le pouvoir pense qu'il y a aussi que de richesses que d'hommes, et donc décide de les garder. Et s'opposera à tous ces projets de peuplement, à part un ou deux, mais il mettra une 50aine de personnes, je crois. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, toutes ces demandes restent lettres mortes. Il n'a jamais aucun soutien du pouvoir. Et donc, il commencera à s'inquiéter un peu pour sa colonie et à s'en désintéresser. Et vous écrivez que cette grave erreur stratégique, donc de refuser le peuplement de la Louisiane, scelle le sort de cette colonie. En 1714, Pontchartrain lui annonce qu'il devra dorénavant avancer sur ses propres deniers l'ensemble des dépenses de la colonie. Donc cette affaire, pour lui, n'est absolument pas rentable. Et vous écrivez qu'il va réagir en s'enrichissant sur le dos de l'État, en gonflant de moitié les factures qu'il présente pour se faire rembourser. Oui, c'est ça. Il est malhonnête, mais c'est la conséquence. Côté, il a été trompé, on ne lui permet pas de... On peut l'excuser là-dessus. Là-dessus, c'est une réaction qui est tout de même compréhensible. Nous l'avons évoqué, dans quelles circonstances il arrive à se faire créer marquis du Châtel par Louis XIV. Et oui, Crozat en fait se retrouve avec toutes ces sommes faramineuses. Il a des millions qui lui arrivent, toutes ces pièces d'argent. Oui, il a quand même, mais c'est la société qui le veut aussi. C'était le cas par exemple du peintre Latour. Il veut absolument s'agréger à l'élite de la société, arrêter d'être vu comme un odieux parvenu. Et donc, ça passe notamment par l'acquisition de terres. Donc il transforme son argent en terre, en quelque sorte. Mais ce qui n'est pas forcément idiot, déjà parce que toute la considération vient de là. Ensuite, c'est un placement financier. Aussi, à l'époque, la terre rapporte beaucoup. La terre est une des grandes sources de richesse. Donc, c'est quelque chose qui est stable, qui donne du pouvoir, du prestige. Et donc, il se crée effectivement des ensembles assez impressionnants. J'avais fait le calcul en additionnant toutes ces seigneuries, parce qu'il en achète vraiment partout. En Bretagne, il rachète des dizaines de seigneuries différentes, et dont certaines qui sont très importantes. La baronnie du Châtel, par exemple, pour plus d'1 million de livres, donc somme vraiment faramineuse. Il en rachète dans le nord de la France, en Picardie, il en rachète en Auvergne, et récupère aussi le duché de Saint-Fargeau à un moment. Et donc toutes ces terres, quand on les met bout à bout, ça fait quand même l'équivalent d'un département français aujourd'hui, pour donner une idée de ce que ça représente. Louis XIV meurt, et le duc du Maine devait prendre la tête de la régence, et finalement c'est Orléans qui prend donc la régence en expulsant le duc du Maine du pouvoir, et c'est à ce moment-là que vous écrivez que la fortune de Crozat, qui défie l'imagination, ce sont vos termes, eh bien, est à son apogée. Et il réussit même à acheter la maîtresse du régent, qui est mademoiselle de Séry, en lui consentant un généreux prêt. Et de même avec le duc de Villeroy. Il est en relation d'affaires avec le très ambitieux abbé Dubois, que la Palatine qualifie de chien perfide. L'abbé Dubois, qui est l'éminence grise du régime, en quelque sorte un peu le premier ministre de l'époque. Oui, c'est ça. En quelque sorte, l'abbé. Donc il est partout. Il est absolument partout. En fait, au moment où Louis XIV meurt, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit un peu menacé, et au contraire, il n'a jamais été aussi puissant. À ce moment-là, il est assez âgé, donc on est en 1715. Il est né en 1655, donc ça lui fait 60 ans. Pour l'époque, c'est un âge qui est... Il y a beaucoup de gens de 60 ans, mais c'est quand même un âge bien. C'est-à-dire que dans les pièces de Molière, il parle de barbon pour des gens qui ont 50 ans. Il est toujours extrêmement dynamique. Et effectivement, il est lié à tous les grands personnages du royaume. C'est-à-dire que le duc d'Orléans, qui est régent, il a financé ses armées en Espagne, et puis il a été son banquier depuis ses débuts. Le régent a décidé de gouverner avec ce qui s'appelle la polysynodie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des secrétaires d'État, on a des conseils à chaque fois avec un certain nombre de membres. Et Crozat, j'avais regardé, connaît et a prêté de l'argent
à quasiment chacun des membres de ses conseils. Donc il connaît absolument tout le monde, il connaît la maîtresse du régent, il s'est associé à l'abbé Dubois qui sera cardinal plus tard, donc effectivement il connaît vraiment tout le monde lui est obligé, et sa fortune est sans doute, c'est le moment où elle est sans doute la plus importante, donc à peu près 20 millions de livres. Et si on donne un équivalent, ça parle peu, donc un duché, Saint-Fargeau, le duché de Saint-Fargeau, il l'a acquis pour 500 000 livres. Quand on regarde le patrimoine des Francs, donc globalement, un ouvrier va gagner 90 livres par an. Le patrimoine des familles des ducs et pairs sont généralement autour de 1-2 millions de livres. Donc il est à 20 millions de livres. Ouais. Et les seuls qui sont à ce niveau-là de fortune, le duc du Maine, fils adultérin de Louis XIV, est à 14 millions, fortune vraiment colossale. Les seuls qui l'égalent, en fait, c'est les Condés, les Orléans, donc duc d'Orléans qui est régent du royaume, et Samuel Bernard qui est à peu près dans les mêmes eaux. Mais donc, il est dans les 2, 3, 4 plus grosses fortunes de l'époque. Et quand on lit les classements Forbes, c'est ce genre de classement des plus grandes fortunes de l'histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y apparaît jamais, mais il a vraiment sa place dedans. Ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent au PIB estimé de l'époque. Et donc, en faisant ce calcul-là et en le comparant à aujourd'hui, il serait à l'équivalent de 300 milliards de dollars actuels. 300 milliards de dollars, donc ça serait largement l'homme le plus riche du monde. Plus riche que Bezos et compagnie. C'est ça. Oui, qui sont aux alentours, je crois, de 100 milliards en général. C'est vraiment c'est ridicule. Il serait ridicule par rapport à sachant Croza. que son frère, qui s'appelle le Pauvre, possède à peu près, je crois, 8 millions de livres. Donc il serait à peu près à 400 millions. Au-delà de tous ces défauts réels que vous nous avez présentés, c'est quand même un homme aussi qui a des talents il est extrêmement intelligent. Vous le présentez d'ailleurs dans la couverture de votre livre, Père Ménard, le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Croza, milliardaire sous Louis XIV, donc vraiment milliardaire, des plus grandes fortunes, presque au niveau du roi. Ça, c'est aux éditions Texto. Donc il y a ce portrait que vous présentez de lui, qui est un portrait peint par Alexis, mais qui est Simon attribué, Bell. on n'est pas sûr, On il n'est paraît pas que ce trop serait sûr peut-être soit Aved. Simon Bell. C'est un très beau portrait. Et surtout, sur ce portrait, il y a le cordon bleu du Saint-Esprit. Oui. Croza a toujours cette soif d'honneur, donc il a acheté toutes ses terres. Maintenant, il a été fait marquis, il a je sais plus combien de baronnies, et puis il mentionne ça dans chacun de ses actes aussi. Donc ça prend au fur et à mesure des années, il a un peu plus de titres honorifiques, et donc les contrats deviennent de plus en plus longs puisqu'il est fait mentionner tout le temps. Et il y a une chose qui l'intéresse, qui est le Saint-Esprit, qui est vraiment c'est difficile de donner un équivalent aujourd'hui. C'est beaucoup plus que la Légion d'honneur, c'est extrêmement prestigieux. Il y a une centaine de chevaliers. Et, une centaine au total de chevaliers du Saint-Esprit. Une centaine. C'est extrêmement prestigieux. Oui, je crois que la Légion d'honneur, c'est 90 000 personnes. Alors certes, on est plus nombreux, mais je crois. Donc extrêmement prestigieux et réservé surtout aux familles les plus illustres du royaume. Comment fait-il alors? Donc, pas les Crozat. Il y a 4 grands officiers dans cet ordre, dont 2 qui n'ont pas à faire leur preuve de noblesse. Par chance pour Croza, le grand trésorier, donc qui n'a pas à faire ses preuves de noblesse, vient de mourir, et donc Croza se dit mais est-ce que je ne pourrais pas obtenir cette décoration? Alors pourquoi pas de preuve de noblesse? Ça avait permis d'honorer des gens comme Colbert par exemple, donc des grands serviteurs du royaume, mais plutôt justement des grands ministres, pas des gens comme Croza en théorie. Bon, tout le monde trouve ça ridicule, mais en même temps, la France est complètement ruinée. On découvre un royaume qui est vraiment au bord de la faillite, enfin en faillite même. Et Croza est le seul qui a de l'argent. Et donc il dit, mais écoutez, moi j'apporte 3 millions de livres. 3 millions, donc on compare ça aux 20 millions qu'il a, donc énorme pour obtenir ce morceau de tissu quand même. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et donc il apporte ça, et puis le régent... Vous avez dit 20 millions. Correspond à 300 milliards d'euros, en gros. Donc 3 millions, c'est un peu plus, c'est 15%, en gros, 15%. Donc 15% de 300 milliards, ça lui coûte 45 milliards. 45 milliards d'euros pour devenir chevalier du Saint-Esprit. Il paie en équivalent de nos jours 45 milliards d'euros
pour devenir chevalier du Saint-Esprit. Non, mais c'est considérable. Quelle époque. C'est toujours un peu compliqué les comparaisons et d'essayer de remettre ça aujourd'hui, mais oui, ça donne. En tout cas, ce n'est pas anachronique, en pouvoir d'achat comparé. Oui, ça donne. C'est 45 milliards d'euros, et il a quand même quelque chose de formidable, cet homme. Quand même. Il n'hésite pas, il met les moyens pour arriver. Son objectif, en fait, et ça sera aussi l'objectif pour ses enfants, c'est d'être au sommet. C'est d'être au sommet. Oui, mais c'est ça. Et il met les moyens. C'est ça qui le rend presque parfois touchant. C'est extraordinaire. Il sort toujours l'artillerie lourde. 45 milliards d'euros. Bon. Et donc, il finit par l'obtenir, cette décoration, évidemment. Et donc là aussi, tout le monde peste. Il y a des tas de chansons qui disent que c'est absolument scandaleux, qu'il n'y a plus d'honneur dans ce pays. On trouve les décorations au fond de sa caisse. Enfin, toutes les protestations habituelles. Le duc de Saint-Simon est au bord de la crise cardiaque parce que lui ne l'a pas obtenu alors qu'il est duc. Et il l'obtiendra plus tard. Et donc Crozat, effectivement, se fera représenter avec son fameux cordon dans le seul portrait d'ailleurs qu'on a de lui aujourd'hui. Il y en avait d'autres, mais ils ont tous disparu. Il en reste plus qu'un, et donc c'est cet immense portrait où il est avec la grande croix du Saint-Esprit, le cordon bleu, et il le gardera jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que dans son bureau, on a son inventaire après décès, il y a ce fameux cordon bleu qui est là. Et nous allons voir que l'aventure du Saint-Esprit en la matière n'est pas finie. Mais nous y reviendrons. Est-ce parce que l'État est complètement fauché que le régent décide de créer une chambre de justice particulière en demandant aux gens d'affaires de présenter leurs comptes? Est-ce pour remplir les caisses de l'État que le régent prend cette mesure? Oui, alors quand le régent arrive au pouvoir, tout le monde savait que la situation était catastrophique, mais en revanche pas du tout à ce point-là. On a des lettres du duc de Noailles, par exemple, à Madame de Maintenon, qui disent que jamais personne n'aurait pu imaginer que ça atteignait ce point. Pour donner une idée, du coup, les revenus de la couronne, c'est 69 millions de livres. Les dépenses, 146 millions. Déjà, ça commence mal. La dette, 2 milliards 100 millions. Avec 700 millions de billets de monnaie, parce que comme il n'y avait plus d'argent dans les caisses, en fait, l'État, au lieu de payer avec des espèces en argent, s'est mis à faire des billets de monnaie, ce qui s'appelait des billets de monnaie, et donc du papier monnaie en fait, mais qui ne correspondait à rien derrière. Donc la France est complètement ruinée. On se pose la question de la banqueroute, c'est Saint-Simon qui propose ça au régent, dont il est très proche. Le régent hésite un moment, et puis la banqueroute à l'époque, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Enfin, ça l'est toujours, mais vraiment, c'est quelque chose d'inimaginable, de pas chrétien même. La situation est rejetée, et donc on cherche des moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses par tous les moyens. Donc Crozat a apporté ces 3 millions. On a une opération du visa, en fait. Ce papier monnaie, tous les gens qui le détiennent, il y a eu beaucoup d'agiotage dessus. On leur reprend, on inspecte les comptes et puis on leur rembourse une toute petite partie. Ça permet d'apurer un peu les comptes. Il reste quand même un déficit abyssal. Et alors là, on se dit, quoi de mieux qu'une chambre de justice? Une chambre de justice, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va effectivement examiner tous les comptes des grands financiers, donc tous ces gens qui ont aidé l'État au moment de la guerre pour lui apporter de l'argent. On sait très bien que les comptes, que tout le monde magouille, que tout le monde est trempé dans un tas d'affaires de corruption, que pour obtenir les fonds, on menace, on prête des fonds qui ne doivent pas être prêtés, on se sert un peu sur l'État, on a des commissions beaucoup trop juteuses. Et donc, le régent, qui était l'ami de Crozat, décide d'ouvrir une chambre de justice. Crozat, en fait, peut paniquer complètement. Il est confiné dans son palais de la Place Vendôme. Tous les financiers ont interdiction de sortir du territoire et même de chez eux. Ils doivent livrer leurs comptes. Et puis, ce qui est intéressant, enfin, on imagine peu ça, j'ai été assez surpris en le découvrant, c'est l'édit qui institue la chambre de justice, qui rappelle vraiment la rhétorique qu'on aura dans des régimes communistes, enfin des dictatures communistes, où on raconte que c'est... tout l'état de la France est lié non pas aux guerres qu'il y a eu, mais aux financiers. Et je ne sais plus quelles sont les phrases exactes, mais ils sont la ruine de notre pays. Ils ont édifié leur palais sur le dos de nos enfants, enfin des choses comme ça. Et donc on fait toute une rhétorique, on fait monter les enchères contre les financiers. Et Crozat panique complètement en fait. On veut vraiment leur faire peur, donc on a séquestré leurs comptes. Ils ont interdiction de sortir de chez eux. On commence à... Lui est consigné dans son hôtel particulier, la Place il ne Vendôme. peut plus sortir. Alors ses amis, ses obligés, il avait plein d'obligés, on l'a vu, essaient de se bouger un peu, demandent qu'il soit libéré. Et on dit, vous comprenez, Crozat est le plus mouillé de tous, donc on ne peut pas le faire sortir.
même le régent qui est ami avec lui ne peut pas le faire sortir en fait. Et donc là c'est la panique à bord, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont condamnés à mort, il y en a qui s'enfuient, qui sont arrêtés pendant leur fuite. Il y a énormément, on raconte un certain nombre de suicides aussi. Un des associés de Crozat, donc un est condamné à mort, un autre associé de Crozat qui est son voisin en plus de la place Vendôme est arrêté à grand fracas dans son hôtel, et un autre encore on le condamne à défiler dans Paris avec une petite chemise et un écriteau dans lequel on met voleur du peuple, et les gens ont le droit de l'insulter sur tout le trajet, de lui jeter des trognons de pommes, des tas de choses, et viennent le tabasser vraiment avec le bourreau qui fait payer le droit de tabasser. Le régent est à l'origine de cela. Oui, il l'a permis. Alors c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'il pensait. Alors qu'il est quand même un peu complice, mais enfin il a entretenu ce système-là, ce qui lui a permis aussi de mobiliser les fonds dans ces différents conflits, ou en tout cas de renflouer les caisses de l'État, même provisoirement. Le régent, en fait, cherche vraiment à effrayer tous ces financiers pour pouvoir en quelque sorte les attendrir et pouvoir les condamner très lourdement sur le plan financier ou entamer des négociations avec eux. Exactement, c'est ça. Quel est son objectif ? L'objectif, c'est vraiment, c'est pas la justice qu'on cherche, c'est pas juste dire Monsieur Paparel ou Monsieur Crozat, vous avez triché. C'est pas du tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver une solution, trouver de l'argent. Et donc pour ça, on se dit qu'on va leur faire peur, donc on fait tout un attirail. Donc on autorise les domestiques à dénoncer leur employeur. Si jamais ils arrivent à dénoncer et à trouver de l'argent frauduleux, ils ont le droit de récupérer 20% de la somme. Donc là, tout le monde panique. Dans la salle d'audition qui est au couvent des Grands Augustins, on met plein d'outils de torture. Donc ils passent devant toute une série d'outils de torture et ils sont vraiment complètement paniqués. Et donc ce qui explique aussi qu'il y a des suicides. Et en fait, l'idée, oui, c'est de les attendrir, de leur faire peur et de leur faire cracher un maximum d'argent. Donc après, les amendes pleuvent autour de Crozat. Toute sa famille est condamnée à des amendes. Lui est un des derniers condamnés. Et son amende, c'est 6 600 000 livres. Alors là, somme faramineuse. Et il est complètement atterré. Il est le plus lourdement condamné, d'ailleurs. C'est le plus lourdement condamné de toute la chambre de justice. Même plus que son rival de toujours, le fameux Samuel Bernard. Oui, qui arrive à trouver un arrangement. Et donc là, il devient vraiment hystérique pour le coup. C'est-à-dire qu'il envoie des lettres, tout le monde raconte qu'il devient complètement fou. Alors je sais pas si c'est vrai, mais on a des témoignages de contemporains qui racontent qu'il va voir le régent avec Samuel Bernard justement et qui dénonce tous ses associés en disant c'est pas juste, ils doivent être condamnés plus lourdement que moi, et il aurait visiblement déballé tout le linge devant le régent. Donc 6 600 000 livres, il est vraiment atterré. Alors, il dit qu'il est au soir de sa vie. Pardonnez-moi, Pierre Ménard, il n'a jamais hésité à dénoncer. Non, mais après, je ne sais pas à quel point, là, je retrouve des témoignages qui racontent ça, mais c'est des on-dit de l'époque, ce serait le closer ou le gala. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Oui. On a une incertitude. On ne sait pas trop. Bon, après, donc on retire ce que je viens de dire. On c'est un procès d'intention. Mais bon, c'est ce que disent les contemporains en tout cas. Mais il va réussir comme d'habitude à s'en sortir. Comment voilà, c'est là où il y a un côté génial. Comment s'en sortir là ? Il se rappelle que... Parce qu'il est vraiment très mal parti là. Là, il est très mal parti. Il est au bord de la ruine, surtout qu'il a déjà donné ses 3 millions avant. Enfin bon, catastrophe. Non, il se rappelle qu'il a un territoire qui ne l'intéresse plus du tout, qui s'appelle la Louisiane. Enfin, j'exagère. Qui l'intéressait, mais la Régence, pareil, au début, a été intéressée par ses projets, et puis très rapidement, dès qu'il faut sortir de l'argent, c'était non. Donc, il se rappelle qu'il a la Louisiane, et alors là, à son tour, il se met à faire des faux rapports, où il raconte que c'est un pays fabuleux, qui a plein d'or, d'argent, etc. Et donc, il arrive à la refourguer à l'État, et ça annule la moitié de sa dette envers l'État, et puis ensuite, il trouve des arrangements, on abandonne des créances, et le régent qui était ami avec lui, malgré tout, diminue encore, et donc finalement il aura payé très très peu. Nous avons de réactions d'auditeurs. Un auditeur qui nous dit « La guerre de succession d'Espagne n'a pas seulement ruiné la France, mais notamment dévasté, massacré, brûlé des régions entières outre-Rhin comme le Palatinat. Quelle honte pour la France !» nous dit cet auditeur. Vous voulez réagir à cette remarque oui, non, mais, sur l'histoire sur le Palatinat, alors il me semble que c'était juste avant justement, mais la France est très mal... c'est très mal comporté, c'est-à-dire qu'on a bombardé le château de la princesse Palatine qui était la belle-sœur de Louis XIV. On a effectivement complètement dévasté ces régions, et la princesse Palatine suppliait Louis XIV de mettre fin à ça, mais non. Une auditrice qui nous demande « Pouvez-vous aborder des questions plus dans l'actualité ?» Pourquoi pas, chère auditrice, quel sujet d'actualité souhaitez-vous que nous abordions ? Et puis nous regardons s'il y a quelque chose
de particulier à apporter. Notamment, mais ceci dit, Crozat, c'est quand même l'actualité, puisque notre ami du cran ou du crâne, a réagi face à l'Élysée, puisque l'Élysée, nous l'avons vu, vient de la fortune bâtie, cette fortune extraordinaire, incroyable, inimaginable, qui a été bâtie par Crozat. Eh bien, cela a permis de bâtir le palais de l'Élysée. Un auditeur qui nous demande de redire ce que vous avez dit sur la Louisiane. Concernant ce pays de Louisiane, eh bien, la Louisiane, c'est... Si, on peut peut-être juste un peu développer. Très rapide. Crozat, donc, au moment où il l'a récupéré, espérait vraiment faire du commerce là-bas, et assez vite, en fait, les rapports qui lui sont parvenus lui ont fait comprendre qu'il ne pourrait pas développer. Il ne pourrait pas développer le pays parce qu'il n'a pas la possibilité de mettre des colons, et puis parce que tout ce qu'il essaie de faire là-bas rate. Le climat est hostile, donc toutes les cultures meurent. Le commerce avec les colonies espagnoles est impossible. Une réaction d'une auditrice, pardon. Bonsoir à toute l'équipe, je prends l'émission en cours. Pourriez-vous demander à votre invité d'expliquer le système de diminution et d'augmentation sous Louis XIV dont parle Montesquieu dans ses lettres persanes, où le persan s'étonne que le roi appelé grand magicien fasse passer un louis pour 2 louis et inversement quand cela lui plaît. Excellente émission, merci. Chère auditrice. Alors oui, j'ai peur qu'on endorme la moitié des auditeurs en cours de route, mais j'essaierai d'être simple. Et puis, bref, parce qu'il y a comme 2-3 sujets à aborder avant la fin de l'émission. C'est l'eau qui va prendre le contrôle de l'empire de Crozat, d'une part, dans quelles circonstances. Il y a aussi ce système financier qu'ils mettent en place, parce qu'il devient le financier du royaume, le financier du régent. Et puis, il faut qu'on parle de la fin, notamment Crozat qui devient quand même... cordon, comment le titre, c'est quoi? C'est le grand cordon du Saint-Esprit, de l'ordre du Saint-Esprit, qui devient, c'est quand même incroyable. Et puis la fin de Crozat. Pour parler très rapidement, le système, on l'a dit tout à l'heure, en fait, le système monétaire à l'époque, c'est de l'argent et de l'or. C'est-à-dire qu'on paie vraiment avec des charrettes ou des caisses de métaux précieux quand on doit faire un paiement. Ce qui pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'outils, on a des comptes en banque, on peut faire fonctionner éventuellement la planche à billets. Tout ça, à l'époque, on n'a pas, c'est vraiment de l'or et de l'argent. En revanche, c'est ce qui pose des problèmes justement quand on n'en a pas assez. Donc, le subterfuge qui a été trouvé, c'est de créer une unité de compte qui diffère de la monnaie réelle. C'est-à-dire qu'on a une unité de compte qui est la livre tournoi, donc vous achetez votre château 10 000 livres, vous achetez votre décoration 3 millions de livres, et puis à côté... La monnaie réelle, ce sont les pièces qu'on connaît, qui existent encore aujourd'hui, mais les louis d'or, les écus d'argent. Et donc, l'État avait la possibilité de faire varier la valeur de la livre. C'est-à-dire qu'une livre vaut 2 écus un jour, et puis le lendemain, elle en vaut plus qu'un. Et ça s'appelle effectivement des augmentations et des diminutions financières. Donc, les augmentations, c'est-à-dire qu'on donne une valeur supérieure aux espèces en cours. C'est-à-dire que... c'est un peu comme si on fait fonctionner la planche à billets. C'est-à-dire que, par exemple, l'État dit que une livre aujourd'hui vaut 2 écus, et ben, le lendemain, elle en vaut plus qu'un. Et donc, ça fait comme s'il avait doublé en fait, l'argent qu'il possède. Et à l'inverse, les diminutions, c'était pratiqué généralement quand on faisait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, où là il disait non, vous m'en donnez pas une, vous m'en donnez 2, et donc ça lui permettait de récupérer plus d'argent. Et c'est ce dont se moquait Montesquieu et ce dont la France a beaucoup abusé d'ailleurs, augmentation et diminution, ce qui faisait qu'on recherchait notamment avidement les pièces espagnoles qui elles étaient beaucoup plus stables. À l'origine, toujours ce même problème, la France n'avait pas de mine d'argent ou de mine d'or comme avec l'Espagne, elle est toujours à la recherche. Et puis aussi une très mauvaise gestion des dépenses publiques. D'où le système de l'eau dont nous allons bien entendu parler, si vous le voulez bien. Dans quelles circonstances, le fameux lot, en quelques mots qui est-il, parce qu'il nous reste 13-14 minutes d'émission, qui est ce lot? Dans quelles circonstances il prend le contrôle de l'empire de Crozat, notamment avec la Compagnie des Indes? Oui, alors l'eau, pour Crozat, c'est un peu une surprise. C'est un aventurier qui vient d'Écosse, pas très connu. On l'appelait Las d'ailleurs à l'époque. Comment l'appelait-on? Las, parce qu'on n'avait pas de W, du coup, on pensait que c'était 2 S. Donc, Las ou l'eau. Et c'était son voisin de la place Vendôme. Il avait racheté une partie de la place Vendôme. Venu d'Écosse avec rien, c'était le fils d'un orfèvre extrêmement intelligent, très brillant, et il avait refait un peu fortune au jeu en fait, en calculant avec les probabilités mathématiques ses espérances de gain, et donc il avait commencé un embryon de fortune là-dessus.
mais surtout un homme extrêmement intelligent et puis qui avait des idées. Alors des idées qui étaient exactement l'inverse de ce qui arrangeait Crozat. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un homme, Antoine Crozat, qui profitait d'un système qui était complètement vermoulu, qui ne pouvait pas fonctionner, qui allait forcément à sa perte, mais qui lui l'arrangeait bien. C'est-à-dire qu'il s'enrichissait sur les finances publiques en jouant justement de toutes les asymétries d'information, de tous les problèmes de financement, etc. John Law va voir le régent en disant: écoutez, moi ce que je veux, c'est faire de la France le royaume le plus prospère du monde. Et j'ai des idées pour ça. Et c'était vrai. Très brillant. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est renverser tout ce système qui ne fonctionne absolument pas, avec quelques idées générales. Ces idées générales, du coup, c'est de dire il faut que en fait, l'argent circule. Donc pour que l'argent circule, déjà créer une banque qui serait soutenue par l'État et qui permettrait, plutôt que d'avoir toutes ces caisses qu'on a tout le temps à apporter, d'avoir des billets. Des billets, donc il obtient l'autorisation de faire cette banque, à la grande fureur de Crozat, il fait cette banque. Et il obtient que les billets qu'il émet ne soient pas concernés par les opérations de diminution et d'augmentation. Donc c'est-à-dire que celui qui possède des billets, en fait, est assuré contre toutes les magouilles financières de l'État. Première idée, donc donner confiance dans la monnaie et faire que la monnaie circule. Deuxième idée, abaisser le loyer de l'argent. Donc faire que quand on emprunte, l'argent coûte peu cher et donc que ça permette d'amorcer un peu l'économie, de la développer. Ça, c'était ses idées. Et puis troisième idée, c'était renverser le système fiscal, financier qui existait, où en fait on taxait les pauvres et l'argent allait très peu dans les caisses de l'État puisqu'il était pris par tous les intermédiaires qui étaient sur le passage. On supprime tout ça et puis plutôt que de taxer les pauvres, on va faire une flat tax qui va porter sur la richesse, et la richesse, c'est la terre. Et donc on va faire un impôt sur la terre, donc qui va payer cet impôt? Les riches. Et donc toutes ces idées qui sont assez révolutionnaires, John Law les a, et puis il veut surtout apurer les finances publiques qui sont catastrophiques, et notamment tous ces billets de monnaie qui avaient circulé, donc justement, au moment des opérations d'augmentation et de diminution des espèces, généralement on portait son argent aux hôtels des monnaies, elles étaient fondues, on donnait de nouvelles espèces. À ce moment-là, on s'est mis, plutôt que de rendre de l'argent, à rendre du papier-monnaie, donc qui circule encore, et il faut le faire disparaître. Crozat, au moment de rendre la Louisiane, dit: écoutez, il faut la développer, mais ça suppose beaucoup plus d'argent que ce que moi, je suis en capacité de mettre. Donc créons une compagnie commerciale. On mettra un capital de 4 millions de livres. Ensuite, il fait un projet à 12 millions et on développera ce territoire. Le pouvoir est intéressé, mais plutôt que de faire appel à Crozat, il donne le plan à John Law. Et John Law va encore plus loin, il dit: c'est pas 12 millions qu'il faut, c'est 50 millions. On lui rit au nez et il dit: très bien, alors ce sera 100 millions. Et il obtient de faire cette compagnie, sans Crozat d'ailleurs, qui n'y participe pas, la compagnie de Louisiane. Et ça va être en fait le démarrage de toute une entreprise qu'on va appeler le système de John Law, qui est assez technique et j'épargnerai tous les détails, mais John Law en fait a l'idée qu'il va falloir développer donc la Louisiane, mais surtout que le commerce français, dont profite Crozat et quelques-uns de ses associés, en fait, pourrait vraiment profiter au royaume, qui a beaucoup d'argent à gagner avec ça. Et que pour ça, il faut beaucoup de capitaux, et donc il faut voir très grand, il ne faut pas que ce soit juste quelques individus comme Crozat, mais qui ait beaucoup de capitaux. Et pour avoir beaucoup de capitaux, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel au grand public, et donc il fait des sociétés par action qu'on peut revendre après, qu'on peut échanger, et donc avec des petits montants, c'est 500 livres. Et donc ça permet, pas tout à chacun, mais ça permet quand même de diffuser assez largement cet actionnariat et donc de récupérer d'énormes quantités d'argent. Petit à petit, du coup, la Louisiane, en fait, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui intéresse le plus. Ce qui intéresse, c'est de pouvoir grossir. Et donc, il rachète toutes les sociétés de Crozat, une à une. La ferme du tabac, oui, parce que le tabac pourrait servir pour la Louisiane notamment. Et ça rapporte des revenus réguliers. Il va racheter après la compagnie de Saint-Domingue. Il va racheter petit à petit toutes les sociétés détenues par Crozat jusqu'à la compagnie des Indes. Et donc là, le système commence à s'emballer, c'est-à-dire qu'il fait de la communication. Il arrive à très bien vendre son projet. Le cours de bourse flambe, c'est-à-dire que l'action de 500 livres, elle passe à 700, 1000, 2000, 5000, elle dépasse les 10 000 même. Donc celui qui a acheté ses actions 500 livres possède 10 000 livres maintenant. Et donc il y a des fortunes immenses qui se créent en l'espace de quelques jours, de quelques semaines. Et c'est à ce moment-là que dans la langue française, le mot millionnaire apparaît d'ailleurs. Parce qu'on a les premiers millionnaires. Enfin, il y en avait quelques-uns avant, mais c'est là qu'on commence à parler de millionnaires. Et donc on a plein d'anecdotes. C'est le fameux épisode du bossu, notamment le roman de Paul Féval, Le Bossu, ça se passe à ce moment-là. Donc tout le monde se met à spéculer. On raconte notamment, c'est la princesse Palatine qui raconte ça, que les duchesses baisent les pieds de John Law. On imagine ce que les autres femmes doivent lui baiser. Bon, c'est pas forcément très fin. Mais donc vraiment des fortunes immenses qui se créent en quelques jours. Et puis rien n'arrête l'ascension de Law.
Parce que là où Crozat faisait ça pour son petit profit, John Law a l'idée vraiment d'aider l'État. Et donc, il se met à récupérer, pour récupérer de l'argent, le privilège de la fabrication des monnaies, les recettes générales, et il devient en plus surintendant des finances. Et alors, ça peut paraître un peu obscur, mais pour donner un équivalent, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui était PDG de la BNP ou de n'importe quelle banque, la Société Générale. Le ministre des Finances, quoi. Et voilà, et qui se mettait à racheter LVMH, à peu près toutes les sociétés commerciales, tout le CAC 40 lui appartenait, qu'en plus c'était lui qui prélevait les impôts pour l'État, et il rachète en plus la dette publique française. Donc il rachète la dette publique, et en échange, c'est lui qui reçoit le paiement. Et donc le système était extrêmement bien pensé, c'était une très bonne idée. Mais quelques écueils. Et donc là, Crozat, effectivement, est complètement sur la touche. C'est-à-dire que Law a une fortune fabuleuse. Juste en action de la société, il possède l'équivalent de 100 millions de livres. Donc c'était l'homme le plus riche de tous les temps. Et il possède des châteaux, des duchés, etc. Enfin, c'est fortune fabuleuse. Et en quelques années seulement, Crozat est complètement en dehors du jeu. Alors il spécule, évidemment. Il enrage, mais il spécule avec ses hommes de paille. Ça, il prête des sommes énormes. Il prête 600 000 livres en un jour à quelqu'un. Et il spécule là-dessus, mais quand même, il aimerait que la société, que Law tombe de son piédestal. Et c'est ce qui va arriver. John Law, en fait, a fait quelques erreurs. Il a vu trop grand. Ces sociétés sont de bonnes idées, mais elles n'ont plus d'argent, et il va falloir les refinancer. Et surtout, il est obsédé par son idée d'abaisser le loyer de l'argent, et donc pour ça, il maintient le cours de ces sociétés, actions émises au nominal de 500 livres, à 10 000 livres. Donc il y a un bureau qui existe dans Paris où vous pouvez revendre vos actions à des particuliers ou à la banque qui vous les rachète, à la Compagnie des Indes qui vous les rachète 10 000 livres, donc c'est garanti, donc il n'y a plus de risque. Et sauf que, en fait, comme les sociétés ne tiennent pas leurs promesses, les bateaux qui sont censés arriver n'arrivent pas, les caisses se vident, et les gens qui sont bien informés commencent à revendre leurs actions. Crozat est bien informé, on voit des papiers qui lui arrivent, qui lui conseillent de vendre très très vite. Il revend à temps. Et il revendra à temps. Et donc, la société finit par s'effondrer, le système s'effondre. On a demandé à Crozat à plusieurs reprises de le secourir. Donc, il y a eu des réunions avec le régent qui disait apportez des capitaux, soutenez le système. Lui, on a plein de rapports secrets, notamment d'un ambassadeur de Prusse qui raconte que Crozat conspire pour faire tomber John Law, et il va y arriver. Pas lui seulement. Le système s'effondre, et le plus drôle, c'est que John Law demande à ce que ce soit Crozat qui inspecte ses comptes. Donc Crozat ne sera pas touché, la fortune de Crozat ne sera pas entamée, et au contraire, il sera très content, il sera enfin débarrassé de son rival, et il essaie justement, puisque la Compagnie des Indes est moribonde, de la récupérer. À la fin, il reste toujours Crozat. Il nous reste juste 5 minutes. Pierre Ménard, je rappelle le titre de votre livre, Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, édition Texto. 5 minutes pour évoquer 2 affaires, si vous le voulez bien, parce qu'elles sont tout à fait caractéristiques de ce personnage totalement hors norme. D'abord, dans quelles circonstances arrive-t-il à se faire nommer comme grand maître souverain du Saint-Esprit? Vous nous avez expliqué que déjà être décoré de l'ordre du Saint-Esprit, ça lui coûte 45 milliards d'euros. Et là, il est nommé par le roi Louis XV, 2 jours après son sacre, grand maître souverain de l'ordre du Saint-Esprit, dont il sera déchu après la mort d'ailleurs du duc d'Orléans et de son protecteur. Donc. Et puis, deuxième affaire, j'aimerais que vous évoquiez, c'est quand même le canal de Picardie. Quand même. Il a 72 ans quand il se lance dans cet investissement. Et il mourra d'ailleurs à l'âge de 82 ans. Alors nous vous écoutons, Ménard, sur cette... La première affaire, ça intervient pendant le couronnement de Louis XV. Où, en fait, il est toujours grand trésorier du Saint-Esprit. Et donc, le privilège, c'est qu'il passe devant tous les ducs et pairs. Et il aura le droit à la fameuse cérémonie de réception de Louis XV dans l'ordre du Saint-Esprit, de lui présenter le collier. Donc là, il ne se sent plus, il est ravi. Tout le monde le critique. Mais il a réussi. Pas pour très longtemps, puisque à peine un an après, le cardinal Dubois meurt, puis le duc d'Orléans. Et alors là, c'est un ennemi de Crozat qui parvient au pouvoir, le duc de Bourbon, qui veut absolument récupérer ce fameux cordon du Saint-Esprit pour le remettre à un de ses protégés. Et donc Crozat perd le droit, mais il paie pour avoir le droit de conserver le morceau de ruban. 300 000 livres, ça lui coûte. Il repaie, donc on lui a 300 000 livres. Revendons-lui le droit de le garder. Et donc il n'a plus le titre, mais il a le droit de le garder et de mettre dans ses actes. Il faut préciser aussi que pendant tout ce que vous venez de nous raconter avec les affaires de l'eau, etc., la mort de ses protecteurs, il va marier ses fils au plus grand nom du royaume.
Il a quand même réussi, je ne sais pas si on peut appeler ça réussir sa vie, mais il a atteint son objectif, qui est s'installer et installer sa famille dans les honneurs, en quelque sorte, dans ce qui est considéré, à l'époque, le plus considéré. Et ses enfants vont tous épouser des grands noms, et ses petits-enfants, qui lui doivent tout, en quelque sorte, l'oublieront complètement. Et vous, d'ailleurs, l'oublieront volontairement, parce qu'il est quand même le parvenu. Il restera dans leur esprit le parvenu. C'est ce qu'on retrouve un peu chez Proust aussi, où il y a ça avec la fille de Dette qui oublie aussi son père, qui lui aura permis de... Il a 72 ans, il y aurait juste 2 petites minutes, pardonnez-moi Pierre Ménard, il a 72 ans, il a une vigueur étonnante, et il va investir des sommes pharaoniques, 6 millions de livres, dans la construction du canal de la Somme à l'Oise. Oui, c'est son dernier grand chantier en fait. Il y avait un projet de canal dans lequel il a été impliqué. L'idée, c'est de réunir la Somme à l'Oise. Il y a pas forcément beaucoup de routes à l'époque, il n'y a pas d'autoroute, pas de trafic aérien, donc on commerce aussi beaucoup par l'eau. C'est très facile. Et donc lui décide d'ouvrir une nouvelle voie donc pour relier la Somme à l'Oise. Le canal de Picardie, il investit beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Il y a l'armée qui est appelée en renfort, Saint-Simon. Ça passe par les terres de Saint-Simon. À un moment, Saint-Simon est furieux parce qu'il note chaque brindille qui a été abîmée par les ouvriers de Crozat. Mais donc, il parviendra à construire la première partie de ce canal qui s'appellera Canal Crozat à un moment. Et puis, la fin de sa vie, c'est quelques années qu'il lui reste à vivre. Il achète sa place au paradis. Écrivez-vous. Oui, il fait effectivement, à la fin de sa vie, on a l'impression qu'il est devenu janséniste, même il devient presque mystique, c'est assez étonnant. Donc il parle du sang qu'il a donné pour Dieu, de choses comme ça, et on est assez surpris en ayant vu tout ce qu'il avait pu faire avant de le voir si converti. On n'a pas d'éléments particuliers autres que ces documents-là pour dire qu'il aurait vécu une certaine ascèse. Mais en tout cas, oui, il fait des tas de dons. Alors des dons qu'il fait post-mortem, donc ça lui coûte quand même beaucoup moins cher de son vivant, parce qu'il continue à poursuivre tous ceux qui lui doivent de l'argent, même quelques jours avant sa mort. Mais oui, il achète sa place au paradis. Ses petits-enfants épouseront les plus grands, mais n'auront de cesse d'oublier leur origine et de l'oublier. Vous concluez en disant « Le sage trouverait à méditer sur la vanité de la richesse et de la gloire. Quelques Crozat Streets existent encore en Louisiane, mais certainement elles vont être débaptisées après les dernières révélations du cran. » Pierre Ménard, merci beaucoup. Merci pour beaucoup. Ce moment passionnant passé en votre compagnie autour de Crozat, le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat. En effet, c'est une vie extraordinaire. Milliardaire sur Louis XIV aux éditions Texto. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Jean-Édouard à la technique et à Marie-Hélène au standard. Très bon dimanche soir à vous tous.